Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, de l'hydrogène dans Charlevoix. L'Auberge et Balcons vit des moments difficiles. Une nouvelle vocation pour l'église de Saint-Placide. Donnez votre avis sur l'avenir de l'eau dans notre région avec l'OBV Charlevoix-Montmorency. Partenariat au féminin avec Microcrédit Charlevoix. Et invitation aux artistes dans la résidence de Gabriel Roy. Bonne émission. C'est l'entreprise Arnois qui fournira en hydrogène le train en circulation sur nos rails cet été. J'ai rencontré la chargée de projet sur ce dossier pour en discuter. Alors, Catherine Gosselin, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chargée de projet chez l'entreprise Arnois qui a été déjà désignée pour approvisionner en hydrogène le train de Charlevoix de cet été qui fonctionnera donc à l'hydrogène vert. Dites-moi, qu'est-ce que l'hydrogène vert? Bien, l'hydrogène, en fait, en réalité, l'hydrogène n'a jamais de couleur. C'est quelque chose qui est incolore, inodore. Parce que là, on pourrait supposer qu'il y en a d'autres couleurs là, quand oui, on c'est ça. Donc, on peut supposer qu'il y a du vert, du bleu et du turquoise et même du rose et du jaune. Dans le fond, l'hydrogène, la qualificatif qu'on donne à l'hydrogène, ça dépend de comment on l'a fabriqué. Okay. Donc, on fabrique l'hydrogène par électrolyse de l'eau. À notre station de Québec, nous produisons de l'hydrogène par hydroélectricité. Donc, cet hydrogène-là il n'y a pas d'émission de carbone qui est reliée à ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hydrogène vert. Parce qu'il y a des hydrogènes qui, au moment de la combustion, ne feront pas de gaz à effet de serre, mais au moment de la transformation, oui, c'est ce que je comprends. Dans le fond, oui, et vous avez totalement raison. L'hydrogène, je vous dirais qu'il y a une grande partie de l'hydrogène qui est utilisée présentement au Québec et dans le monde, qui est fait à partir de gaz naturel reformé. Donc, il y a une émission de carbone qui est associée à cette production-là. La particularité de notre production d'hydrogène, c'est qu'elle fait pas de carbone, d'émission de carbone. Donc, c'est un hydrogène qui est carboneutre. Donc, la transformation se fait en utilisant uniquement l'électricité? L'électricité fournie par Hydro-Québec, donc qui est sans émission aucune, à 99,7 %. Et cette électricité-là nous permet, grâce à un électrolyseur, de séparer la molécule d'eau. Donc, d'un côté, on va avoir 2 molécules d'hydrogène et de l'autre côté, une molécule d'oxygène qui vont être produits via l'électrolyse. Et nous, à notre station de Québec, nous récoltons l'hydrogène qui est utilisé après pour l'instant dans des voitures, mais qui vont être utilisées cet été pour le train à Charlevoix. D'accord. Dites-moi, justement, vous l'avez dit, l'usine, elle est à Québec. Comment va se faire le transport d'hydrogène pour alimenter le train en Charlevoix? L'hydrogène qu'on produit est gazeux. Okay. Donc, on va prendre cet hydrogène-là et on va le mettre dans des... soyons fous et disons des bonbonnes de propane, là, pour que les gens puissent comprendre. Donc, ça ressemble un peu à des bonbonnes de propane qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, on va mettre cet hydrogène-là dans nos bonbonnes qui s'appellent des PC45. Okay. Et ces PC45-là vont être transportés par camion de la station de Québec à Baie-Saint-Paul pour le remplissage du train. Est-ce que ça implique qu'il y ait des grosses bonbonnes de ce genre-là qui soient installées en permanence ici pour alimenter plus facilement? Il y aura pas, non, on n'a pas de stockage sur place. Okay. Pour une question de sécurité. L'hydrogène, en tant que tel, c'est pas un matériau qui est non sécuritaire. Là, quand on parle d'hydrogène, les gens ont tout le temps des images un peu On pense à des explosions. Oui, vous avez raison parce que c'est déjà arrivé. Toutefois, ce qu'on va transporter comme hydrogène, c'est 180 kg à la fois. Okay. Pour vous faire un ordre de grandeur, une voiture à l'hydrogène contient 5 kg d'hydrogène. Donc, c'est pas des milliers de kilogrammes qu'on va transporter à la fois. Et le train, lui, pour sa part, a 130 kg d'hydrogène à bord. Okay. Et dans le fond, nous, on va venir porter du produit, de l'hydrogène, à tous les jours d'opération du train. Et on va arriver avec notre remorque, donner l'hydrogène et repartir. Et il n'y aura pas de stockage sur place d'hydrogène. D'accord. Au niveau justement de la dangerosité là, de ce carburant-là, bon, déjà, l'essence, le propane, ça a des dangers aussi, on le sait, mais on est plus habitué avec eux. Si on compare l'hydrogène, est-ce que c'est similaire comme niveau de danger?
Bien, soyons honnêtes, ça peut être très dangereux, l'hydrogène, si les conditions sont toutes ensemble pour faire une belle explosion. Pensons à Lindbergh, où est-ce que là, ça a explosé, que c'était pas en santé. Non. Toutefois, il faut comprendre que nous, les bonbonnes d'hydrogène vont contenir, chacune des bonbonnes va contenir 9 kg d'hydrogène, donc ce qui est pas beaucoup. Et il y a des valves de pression de sécurité sur chacune des bonbonnes qui, si jamais une condition est atteinte, cette condition-là, c'est 102 degrés Celsius, la valve va s'ouvrir et en quelques minutes, donc l'hydrogène, ce qu'on n'a pas dit d'entrée de jeu, c'est que c'est l'élément le plus léger qui existe. Si vous vous souvenez vos sciences, l'hydrogène était en haut, c'est un peu loin pour la plupart des gens. C'est le premier en haut, donc la masse pour une mole d'hydrogène, c'est 1 gramme. Donc, c'est très, très, très léger, plus léger que par rapport à l'oxygène qui est 16 grammes. Lui. Donc, l'hydrogène, quand on va avoir une valve qui va s'ouvrir, on va avoir de l'hydrogène qui va s'en aller dans l'atmosphère et il n'y aura rien qui va se passer. Il pourrait y arriver si la concentration d'hydrogène est à 4 mais là, 4 on trouve que c'est pas beaucoup et qu'on se dit qu'il y a peut-être un risque qui est assez élevé, mais pour avoir 4 d'hydrogène dans un espace restreint, faut pas oublier que l'hydrogène, lui, veut s'en aller vers le haut, donc la probabilité est très mince et ça prend une source d'électricité en même temps avec de l'oxygène pour pouvoir faire quelque chose qui est dommageable. Donc, l'hydrogène est utilisé dans plusieurs autres pays, surtout en Europe, et c'est pas des conditions qu'on trouve risquées. Dites-moi justement, il y a des voitures déjà un petit peu qui circulent à l'hydrogène au Québec. Comment ça répond l'hydrogène en hiver? Est-ce que la température québécoise a un impact sur ce carburant-là? Ben, en fait, oui, la température a un impact, mais pas sur le carburant, oui, sur le carburant, mais je veux dire, l'hydrogène est très, très peu sensible aux écarts de température. On n'aura pas moins d'hydrogène parce que c'est plus froid. Toutefois, faut pas oublier que comme le train, les voitures, c'est des voitures électriques qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Donc, c'est l'électricité, en fait, qu'on a besoin davantage en hiver parce qu'on veut chauffer. C'est rare qu'on veut faire un tour de voiture à moins 20 degrés Celsius. Non, on l'évite. Si vous connaissez des gens, vous les présenterez. Donc, c'est la même chose que quand on a une voiture à l'essence où est-ce qu'on demande beaucoup d'énergie pour chauffer. Bien, c'est sûr que notre consommation va changer avec le temps. Donc, c'est la consommation d'électricité à bord qui va faire qu'on va utiliser beaucoup plus de carburant qui est notre hydrogène dans les voitures électriques. Si on fait le parallèle avec le train cet été, ben l'été, on n'a pas de moins 20 degrés Celsius, donc la consommation devrait être stable. On n'est pas rendu à cette problématique-là encore avec le train. Mais merci beaucoup, Catherine Gosselin, pour votre temps ce matin. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. L'Auberge des Balcons organise une grande loterie pour se relever des difficultés financières engendrées par le retard des travaux dans Maisons-Mères. Martin Ouellette a rencontré le directeur Rémi Couture. Bonjour Rémi. Bonjour Martin. Pourquoi ce grand tirage, Rémi? Bien, en fait, on a tenu une séance d'information l'automne dernier à l'Auberge pour expliquer un peu la situation financière de l'Auberge. Vous savez, il faut partir de la base. Là, l'Auberge, c'est un organisme sans but lucratif. Il faut dire ça. Fait qu'un organisme sans but lucratif d'économie sociale qui permet comme à des gens de travailler, bien, qui a des revenus de la location de chambres touristiques. Mais on était censé rentrer dans des nouveaux locaux au mois de mai 2022. OK. Presque il y a 10 mois de ça déjà. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on s'est préparé pour cette date-là. Oui. Donc, on a acheté des équipements d'avance en comptant sur des revenus qui ne sont jamais venus. Alors là, dans ce sens-là... Donc, toute l'opération du déménagement puis du chantier là, à Maisons-Mères fait en sorte que là, vous devez aller en campagne de financement. En campagne de financement, parce que ça vous a coûté cher puis c'est pas encore ouvert, on va le dire comme ça, là. C'est exactement ça. Puis en fait, on va dire, il n'y a aucun blâme là-dessus, mais nous autres, ça nous met dans une situation précaire. Puis comme organisme sans but lucratif, on paye le loyer, mais il n'y a aucun actif qui nous appartient. Bien sûr, bien sûr. Fait que dans ce sens-là, les moyens de financement sont plus limités. Fait que faire une campagne de financement, c'était bien d'adon à l'automne.
On a vendu des dodos dollars au mois de décembre. Oui. On l'a vendu pour 20 000 Ah, c'est bon, c'est bon. C'est comme, mais c'est des ventes perçues d'avance. Mais comme activité de financement, ben le tirage... L'auto-balcon festif. Ça, on a commencé ça en février, le 1er février, puis le tirage va avoir lieu le 22 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a la chance de gagner là, quand on vous encourage avec un billet? Qu'est-ce qui est bien intéressant avec ça, c'est que c'est des commanditaires qui fournissent, dans le fond, de leurs marchandises à offrir aux gagnants. Fait que le premier prix, ça vaut 3 000 il y a un séjour dans une de nos super futures chambres, dans le bloc 1, qui se trouve à être un genre de petit loft VIP, où on a réfrigérateur, cuisine, lit queen, salle de bain privée, futon, etc. Fait que les gens vont gagner 3 jours du festif de l'année prochaine, du 20 au 23 juillet, dans notre loft à l'auberge. Et le festif offre des passes gratuites pour tous les spectacles aux gagnants. Donc, le bracelet illimité, puis la suite royale à l'auberge. Exactement. Mais ça, c'est des deux... Ça, c'est 3 000 la valeur? Non, il y a 13 prix dans le premier prix. Parce qu'au-delà de ces 2 prix-là, ben c'est l'arrivée en train. C'est un tour d'hélicoptère. C'est une descente de la rivière en kayak. C'est des frigidaires de boissons, frigidaires de bouffe. C'est des repas, c'est des déjeuners. C'est tout, dans le fond, qui est comme gratuit. Ça, c'est ce que vous appelez l'expérience capotée ben raide. Capotée ben raide. Gagner ça, c'est comme au festif, alors que déjà, il n'y a plus de place pour le festif. On le sait dans les lieux d'hébergement. Fait que c'est une des façons d'avoir la chance de venir au festif dans ce séjour-là. Et si on veut se procurer des billets, on va où, Rémi? Je vais juste finir avec le deuxième prix. Oui, je vous écoute rapidement. Qui a comme des billets à la place des Jardins, mais avec une chambre pour 2 à l'auberge. Le troisième prix étant des places en dortoir pendant le festif, toujours. Puis le quatrième prix, bien, c'est pas vraiment un prix, mais on fait toujours un tirage pour faire tirer des places qui restent à l'auberge pendant le festif. Fait que les gens qui vont acheter un billet vont pouvoir gagner des places qui restent. Des places qui restent. Fait que c'est ça qui est le tirage qui aura lieu le 22 mai. Fait qu'on et ça, on se procure les billets, et à quel prix et à quel endroit? C'est des billets qu'on vend 20 $. On les vend à l'auberge, mais on les vend aussi sur Internet, juste à aller sur le site de l'auberge, puis tout de suite, il y a un petit loto-balcon qui apparaît. On peut cliquer là-dessus. On peut les acheter sur Internet et nous, on se charge, dans le fond, de remplir les billets. On a une belle boîte à tirage qui nous a été donnée par la Fondation de l'hôpital. On met nos billets là-dedans et on fait le tirage le 22 mai. Je veux juste préciser que tous les prix sont transférables et séparables. Je veux dire, le prix de 13 prix, là, le premier prix, bien, on peut donner le tour d'hélicoptère parce qu'on a le vertige à quelqu'un. On peut donner l'autre. Les laissez-passer ou des cadeaux qui sont disponibles pour tout le monde. Tout ça sépare. Bonne chance. Merci. Avant de conclure, Rémi, c'est une façon peut-être un peu plus dégagée là, par rapport à ce qu'est le balcon, mais ce que vous vivez présentement. Il semblerait, je vous dis comme ça, on a l'impression que le déménagement puis les travaux à Maison-Mère, ça finit plus. Est-ce que vous pourriez commenter là-dessus? Parce que ça fait quand même 10 mois que vous auriez dû être déménagé. Vous devez vous débattre avec des moyens de financement pour combler le manque à gagner, ou en tout cas les difficultés que vous avez liées à ça. Qu'est-ce qui se passe à Maison-Mère, selon vous, pour que ça soit si compliqué? Bien, il s'est passé une transition, d'après moi. Là, je parle en mon nom personnel, là, juste comme observateur, on va dire, politique. Oui, mais vous y goûtez quand même là, dans tous ces travaux-là. Mais tu sais, je peux même regarder de l'extérieur qu'est-ce qui se passe avec l'auberge puis Maison-Mère. Mais quand on regarde ça de l'extérieur, nous, on est là depuis le début, comme le Mousse Café. On est rentré les premiers jours, comme vous autres. Là, on est dans les premiers locataires, fait qu'on a vu aller ça un peu. Pour nous autres, pour ce qui est du vécu, on sait qu'il y a eu une grosse transition l'année passée, à peu près à pareille date, au mois de mai, un peu plus tard, au mois de mai. Puis cette transition-là était tellement importante qu'elle a amené comme un genre de bouleversement au niveau des décisions, puis au niveau de la façon d'administrer. Vous parlez du changement à la direction générale. À la direction générale et à la direction génale des deux, là, de la ville de Baie-Saint-Paul en même temps. OK, d'accord. Mais on sait que c'était quand même les deux directions générales qui menaient tout le projet de Maison-Mère. Fait qu'à ce moment-là, ces personnes-là étant écartées, on va dire, du système de décision. N'étant plus là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on repart ça, cette affaire-là? Qui fait quoi? Comment on gère tout ça? Il a fallu repartir ça. Bien évidemment, il y a comme... on sait que dans un bâtiment patrimonial, si on rouvre des murs, on va trouver des défauts, on va trouver des tuyaux puis des problèmes. Fait que peut-être que ces problèmes-là ont été sous-estimés.
Mais je pense qu'au départ, il faut comme juste se rendre compte qu'à partir du 1er janvier 2017, les équipements de maison-mère sont propriété de la Ville de Baie-Saint-Paul. Oui. Il y en a pour 7,4 millions. Oui. Il y en a. C'est propriété de la Ville de Baie-Saint-Paul. Si je te demandais de me nommer des actifs de la Ville de Baie-Saint-Paul, bien, on pourrait parler de l'Arena, on pourrait parler du Centre d'art, Centre culturel, c'est-à-dire, on pourrait parler du pavillon Saint-Laurent. Du garage municipal. Garage municipal, poste de pompiers. C'est des actifs, l'hôtel de ville, bien sûr, c'est des actifs immobiliers de la Ville de Baie-Saint-Paul. Moi, je les mets comme toutes sur un même niveau. Mais là, il me semblerait que la Ville, dans le fond, traite Maison-Mère un peu différemment. Ils ont mis sur pied un organisme sans but lucratif pour gérer Maison-Mère, mais les actifs restent les actifs de la Ville. S'il y a un investissement, s'il y a une vente, par exemple, du Bloc 6, comme c'est le cas, puis que ça est acheté par le gouvernement du Québec pour faire un espace bleu, puis qu'ils investissent 40 millions là-dedans, est-ce que c'est Maison-Mère qui va retirer les taxes de ça? Bien non, c'est la Ville. Fait que la Ville charge des taxes à tous les locataires. Ce que vous dites, finalement, c'est que la Ville gère Maison-Mère, ça lui appartient, mais que dans les faits, ça provoque des délais indus par rapport à remettre les décisions à un organisme fantôme ou un conseil d'administration. Si on se rapporte au lien entre propriétaires et locataires, on s'entend pour dire que des rénovations majeures, ça va aux propriétaires. Puis le locataire, bien, indirectement, il paye par son loyer, il paye par sa contribution à l'ensemble. Alors, c'est ce qui a fait, selon vous, que ça retarde encore les travaux à Maison-Mère? Bien, en fait, moi, ça me rappelle une situation au Boisé-du-Quai où il y avait un organisme sans but lucratif qui gérait le parc du Boisé, puis où les décisions, dans le fond, étaient toujours remises, où il y avait un budget minuscule, jusqu'à temps que l'organisme sans but lucratif qui gérait le Boisé soit dissous, puis que la Ville prenne les responsabilités, puis fasse des trottoirs, puis construise ci, puis construise ça, puis s'occupe de l'entretien. C'est ce que vous souhaiteriez pour Maison-Mère? Bien, en fait, c'est juste que d'assumer le rôle de propriétaire dans l'entier, puis de tous les équipements qu'on a nommés tout à l'heure à la Ville, le plus rentable, c'est Maison-Mère. Celui qui ramène le plus de revenus, c'est Maison-Mère. Il y a 140 chambres ici de travailleurs qui ramènent 150 $ par semaine. Il y a des loyers. Nous autres, à l'auberge, les gens de l'auberge payent le loyer. Vous payez. Tout le monde paye le loyer ici. Tout le monde paye ses taxes ici. Est-ce qu'il y a des gens qui payent le loyer à l'Arena ou des taxes à l'Arena? Est-ce que la Ville se charge des taxes pour l'Arena? Mais en même temps, ici, c'est comme considéré comme différent. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais ça restera toujours un actif de la Ville. À moins qu'ils en vendent des parties comme ils font là. Mais ils vendent des parties. Mais quand on parle d'éléphant blanc, c'est certainement pas Maison-Mère. Mais il y a des détracteurs dont c'est la profession qui vont dire Maison-Mère, c'est un éléphant blanc. Bon, bien, comment on calcule ça, un éléphant blanc? Ici, c'est plein. Il n'y a même pas un espace à louer. Les gens nous appellent pour avoir des chambres de travailleurs, il n'y en a plus. C'est plein. Tout est plein. En déménageant avec l'espace bleu, ça va être encore plus plein. C'est loin d'être un éléphant blanc. Puis ça rapporte des sous à la Ville de différentes façons. Tous les organismes qui sont ici dans Maison-Mère ont un service à rendre à la communauté. La télévision communautaire, l'auberge, on accueille des gens à moindre coût. On fait de l'animation, de la culture, la coop de l'arbre, tous les organismes qui sont ici travaillent dans ce sens-là, le service d'aide aux nouveaux arrivants, le club de Bon Cœur, tous ces organismes-là. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Bien, moi, je souhaite que la Ville, dans le fond, prenne ses responsabilités. S'il faut investir, on investit. C'est la meilleure façon de revoir son argent, puis de faire en sorte que les organismes rendent encore davantage service à la communauté, soient plus aussi vivables. Tu sais, je veux dire, c'est comme, faut éviter de penser que Maison-Mère doit s'autosuffire. Ben oui, il y a un organisme qui travaille pour la Ville, dans le fond, Maison-Mère. Ça travaille pour la Ville. Maison-Mère ne travaille pas pour ses poches, c'est un OBNL. Il n'y a personne qui travaille pour ses poches là-dedans. Bien, la Ville, par exemple, devrait considérer ça, puis simplement comme aider l'organisation en disant « On va vous fournir d'équipements, on va y aller, écoute, on va étudier ça. » Donc, mieux soutenir Maison-Mère, c'est votre souhait? Ah ben oui, bien c'est sûr. Rémi Couture, merci beaucoup pour cette opinion et merci d'être venu partager ça avec nous ce matin. Bonne chance dans le tirage. Ah, mais en passant, j'aime bien les gens de la Ville, là. Puis je trouve qu'ils font un bon travail. Mais pas de problème, on vous a bien entendu, mais bonne chance pour le tirage. Merci, Rémi. Plaisir. Les résidents de Saint-Placide espèrent le rachat de leur église pour en faire un centre communautaire. Claire-Lise Éminet nous parle de l'importance de ce projet pour la communauté. Construite en 1860, l'église de Saint-Placide est désormais officiellement fermée depuis janvier 2023.
Le comité citoyen, qui œuvrait à la préserver pour la communauté depuis 2015, n'a pas chômé pour y maintenir les activités paroissiales. C'était toute génération confondue. Il y avait les gamins qui couraient partout, on avait installé des jeux à un moment donné, il y avait un château dans lequel on pouvait sauter. Et puis il y avait toutes les mamies qui dansaient en nous disant « Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé comme ça !» Et ça, c'était vraiment formidable pour la communauté de se retrouver dans une solidarité outre-familiale. L'église pourrait bientôt être achetée pour en faire un centre communautaire, tout en conservant la possibilité d'y tenir des cérémonies sacrées comme des mariages, des baptêmes ou la célèbre messe de chasse. Pour les résidents de Saint-Placide, dont certaines familles y sont depuis plusieurs générations, l'église est bien plus qu'un lieu de culte. Toute leur vie est là. Les parents se sont mariés là, ils ont été baptisés là. C'est le dernier endroit où les gens se réunissaient, donc une fois par mois, ou bien lors des baptêmes, les grandes fêtes comme la messe de Noël. Le lieu de réunion, le lieu de rencontre est ici. Là, on perd notre cœur. Si on ne peut pas l'acheter dans ces conditions-là, on perd notre cœur. Ouais. Marché aux puces, projections de films, spectacles, soirées dansantes, résidences d'artistes, les idées ne manquent pas pour permettre au futur centre de se financer et d'offrir des services comme une popote roulante ou un espace informatique pour les plus jeunes. Le lieu de réunion, le lieu de rencontre est ici. L'organisme des bassins versants Charlevoix-Montmorency invite la population à donner son avis sur l'avenir de l'eau dans la région. Martin Ouellette a rencontré Corinne Dupont-Raquel. Corinne Dupont-Raquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à l'OBV Charlevoix-Montmorency. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qu'est-ce que ça mange en hiver, ce l'OBV Charlevoix-Montmorency? Oui, bien, un organisme de bassin versant, c'est un organisme qui s'occupe de la gestion intégrée de l'eau. Oui. Donc, l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency, on fait la concertation, la planification des usages de l'eau sur le territoire Charlevoix-Montmorency, donc qui va de Québec jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Maintenant, quand on parle des bassins versants dans Charlevoix, oui. On parle essentiellement de l'alimentation en eau potable. Est-ce que c'est ce dont on parle principalement? On parle de tous les usages en lien avec l'eau dans les bassins versants. Donc, oui, l'eau potable, mais le rejet des eaux usées, ça peut être lié à des activités récréatives comme la pêche, le kayak, c'est plus général. Oui. Et là, vous invitez la population à travailler, à faire des séances d'études, des séances de travail sur le plan de l'eau. Pouvez-vous nous parler un peu de cette invitation que vous faites à la population? Oui, donc dans le cadre de la mise à jour de notre plan directeur de l'eau, on invite les citoyens à venir s'exprimer sur leur opinion sur la gestion de l'eau, les usages de l'eau. Donc, on va faire le bilan des actions, des enjeux des 10 dernières années par rapport à la gestion de l'eau et on va demander l'opinion des citoyens pour les grandes orientations et les actions à entreprendre pour répondre aux enjeux de l'eau. Quels sont les enjeux sur la gestion de l'eau que vous avez identifiés et que vous allez présenter à la population? Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns? Oui, bien, dans la zone Charlevoix-Montmorency, il y a 5 enjeux prioritaires. Donc, il y a la qualité de l'eau, il y a les inondations, les apports en sédiments et on a l'accessibilité aux rivières aussi, qui est assez important, et finalement la préservation des milieux humides. Quand on parle de l'apport en sédiments, c'est la gestion des eaux usées? Non, ça va être plus au niveau de l'érosion, des bandes riveraines, oui. Ce genre de choses-là. Et quelle forme vont prendre vos ateliers de travail? Comment on va faire ça? Parce que c'est assez vaste, les thèmes dont vous nous parlez. Oui. Par quel bout on va prendre ça dans des ateliers de travail? On fait des ateliers participatifs oui. Où les citoyens vont être invités à donner, dans le fond, les actions qu'ils aimeraient voir entreprendre sur les 5 grands enjeux qui ont été identifiés. On va présenter les enjeux. Il y aura une présentation des enjeux. Est-ce qu'il y a des données scientifiques qui vont suivre les présentations? Comment on va étoffer la présentation pour nous permettre d'avoir une discussion autour de ces thèmes-là? Oui, dans le fond, on va faire un bilan, c'est ça, des enjeux et des actions qui ont été faites et un portrait du territoire. Donc, toutes les études qu'on a faites sur le territoire par rapport à la gestion de l'eau vont être présentées. Est-ce qu'il y a beaucoup de menaces présentement qui tournent autour de nos bassins versants? Est-ce qu'on est dans une situation de protection, de préservation, de maintien de la ressource? Comment vous évaluez la situation par rapport à nos bassins versants suite aux enjeux que vous avez identifiés? C'est sûr que ça dépend de l'enjeu dont on parle, ouais. Mais il faut
Il y a beaucoup de travail à faire, puis on travaille fort avec les acteurs du milieu là, pour faire avancer la source, pour la préserver aussi, la ressource. Et je suppose donc que vous travaillez en lien avec les municipalités qui gèrent l'eau potable et qui utilisent les bassins versants comme tels des différentes rivières. Ça fait partie de vos partenaires? Oui, exact. On travaille avec les acteurs municipaux, les acteurs économiques, les acteurs communautaires, les Premières Nations et les citoyens. Maintenant, à quel moment vont se dérouler les ateliers de travail? J'allais dire les soirées de consultation, mais ce sont des ateliers de travail, parce que les gens peuvent intervenir là-dessus. À quel moment ça va se dérouler et comment on fait pour y participer? Donc, pour Charlevoix, ça va être le 28 mars à 19h à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Donc, les citoyens sont invités à m'écrire à mon courriel pour s'inscrire. Ou ils peuvent toujours se présenter sur place. Alors, merci beaucoup, Corinne Dupont-Raquiel. On vous souhaite une bonne participation à ces soirées de travail pour parler de nos bassins versants. Bien, merci à vous. Merci à vous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Microcrédit Charlevoix annonçait l'arrivée d'un nouveau fonds de prêt pour femmes en entrepreneuriat. Nous vous avons préparé un reportage. Depuis le début des années 80, la proportion de femmes entrepreneurs au Québec est passée de 28 à 40 %. Chez Microcrédit Charlevoix, elles représentent 60 % de leur clientèle. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Microcrédit Charlevoix est heureux de s'associer au Centre Femmes de Charlevoix pour annoncer la mise en place d'un nouveau fonds pour les femmes entrepreneurs de notre région. Le Fonds de prêt pour les femmes en entrepreneuriat a été créé grâce au financement du gouvernement du Canada. Il permettra aux femmes d'avoir accès à des prêts de 20 000 $ et moins. Pris la décision d'associer à ce fonds un taux d'intérêt avantageux et de réduire le taux régulier de 3 %. C'est-à-dire qu'actuellement, pour un prêt de 20 000 $, le taux d'intérêt est de 8 %. On a décidé, dans le cadre du Fonds pour les femmes entrepreneurs, de diminuer de 3 %, donc elles ont accès à 20 000 $ pour un taux de 5 %. Bien qu'il y ait une croissance notable, la parité est loin d'être atteinte et les femmes restent confrontées à des obstacles particuliers quand vient le temps d'obtenir le financement pour leurs projets. Les systèmes d'oppression, l'intersectionnalité de tous ces systèmes d'oppression-là vont venir donner des embûches et des obstacles aux femmes. Ça dépend de l'origine ethnique, ça dépend de ton orientation sexuelle, ça dépend de plein de facteurs qui viennent se cumuler et rendre le tout plus difficile. C'est un peu le sentiment d'imposteur qui s'impose de notre côté. Le sentiment, OK, est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on est les bonnes personnes pour faire ça? On se remet beaucoup en question. La crédibilité est sans aucun doute l'aspect sur lequel les femmes doivent mettre le plus d'énergie quand vient le temps de demander une aide financière. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'appelle un fournisseur, puis je vois que la femme, la jeune voix féminine et française, ça peut casser comme certaines fluidités pour arriver au même but que si c'était un homme qui prenait l'appel. De toute évidence, celles qui foncent malgré les barrières réussissent avec brio et ont de quoi être fières. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François lance le deuxième appel à candidature pour la résidence d'artistes au chalet Gabriel-Leroy. J'ai rencontré Marc Bertrand qui nous en donne les détails. Marc Bertrand, bonjour. Bonjour, Mme Duchesne. Donc, vous êtes chargé de projet pour la résidence d'artistes au chalet Gabriel-Leroy qui aura lieu du 25 mai au 15 juin prochain. C'est en vertu d'une entente entre la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François et le Fonds Gabriel-Leroy, que le lieu doit servir chaque année à une résidence d'artistes d'un minimum de 3 semaines. Dites-moi, on parle d'une résidence d'artistes pour quel médium exactement? Est-ce qu'on est dans la littérature seulement ou ça ratisse plus large? Non, je ne suis pas dans la littérature. D'abord, je reviens sur l'introduction, Nick, pour vous spécifier que oui, c'était une obligation, je vous dirais, dans l'entente, mais en réalité, ça devient de plus en plus pour nous une façon de faire la promotion du chalet, de stimuler les gens autour là, de tout ce qui s'en vient autour du chalet Gabriel-Leroy, du parc. Donc, c'est plutôt, je vous dirais, pour nous, stimulant de lancer cet appel de candidature-là.
ça s'adresse pas seulement à des écrivains-écrivaines, ça s'adresse à toute, je vous dirais, discipline artistique. Ça peut être des gens dans le domaine du théâtre, des marionnettistes, on en a eu, ça pourrait être des peintres. C'est sûr qu'on reste dans le domaine artistique. Oui. Mais c'est pas nécessairement du domaine littéraire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères aussi qui doivent être remplis par les artistes qui veulent déposer un projet? Est-ce qu'on doit être établi depuis longtemps ou est-ce que la relève est aussi invitée à tenter sa chance? Essentiellement, il faut être canadien. Okay. C'était une spécification là, des critères à la base. Il faut être artiste canadien. La relève est la bienvenue. On peut être aussi un artiste bien établi. Mais ce sont les 2 critères de base pour être admissible. Et l'autre critère qui est important, c'est de bien respecter toutes les conditions. Puis ça, les documents que... J'ai relu ce matin les documents et je crois que c'est assez complet comme information, comment les transmettre et avoir décrire le projet qu'on veut faire en résidence, avoir montré aussi si on en a, l'expertise, son curriculum vitae artistique. Oui. Donc, tout ça est assez bien décrit et c'est de déposer la demande de candidature dans les délais prescrits. Oui, et toutes ces informations-là, elles sont sur le site de Petite-Rivière-Saint-François, de la municipalité, c'est bien ça? Sur le site de la municipalité. Ça a déjà été transmis aussi sur les réseaux de la MRC, des musées, parce qu'on note sur le jury, il y a des gens du domaine artistique là, de la MRC. Il y a des gens du musée de Charlevoix. Et ça va être aussi transmis sur le site de l'UNEC. Là, je ne vais pas faire d'erreur, mais l'Union des écrivains, je ne connais pas exactement la définition de la chronique. Donc, c'est diffusé dans tout le réseau artistique, là, finalement. Ça va être diffusé, ça s'est fait l'an dernier, puis je ne suis pas le spécialiste dans le domaine, mais tout ce que je sais, c'est que ça va partir, puis que ça va être à la grandeur de la province et du Canada. Justement, l'an dernier, vous aviez reçu 7 candidatures, c'est bien ça? On s'attend combien cette année? Pensez-vous que ça va prendre l'ampleur? Écoutez, je vous dirais que tout a été lancé officiellement hier à 4 heures, puis à 6 heures, j'avais déjà 2 demandes d'information assez précises. Donc, intéressé, je vous dirais. Moi, je crois sincèrement que cette année, ça peut être très, je vous dirais que populaire. Oui. Parce que c'était la première édition l'an dernier. Il y a déjà eu des résidences d'artistes, mais c'est la première fois qu'on le faisait sur une base formelle, oui, avec un appel de candidature et avec un jury, tout ça. Là, déjà, on sent que la deuxième année, c'est connu. Je dirais que l'écrivaine de l'an dernier, déjà, elle, dans son réseau, en fait la promotion parce que non seulement elle a adoré, mais elle revient même faire un atelier d'écriture au chalet là, cet été. Tout ça pour vous dire que d'après moi, ça va commencer à prendre l'expansion. Oui. Je me prépare à la chose, en tout cas. On demande à ce que la démarche ou le projet de l'artiste choisi soit en lien avec l'œuvre et les valeurs de Gabriel Roy. Quelles étaient ces valeurs? Je pense que c'est une personne, et je ne suis pas un spécialiste de Gabriel Roy, OK? Mais je pense que c'était une personne très introspective, qui réfléchissait beaucoup sur le lien entre l'individu et son environnement, sur le respect de l'autre et sur l'accueil des autres. Et c'était quelqu'un qui avait besoin beaucoup à ce que je sache, d'un milieu calme pour écrire, parce qu'elle se retirait à Petite-Rivière essentiellement pour écrire l'été. Et c'est là où elle aurait écrit la grande majorité de ses romans, d'ailleurs. Oui. Donc, je pense que c'est une personne qui réfléchissait beaucoup sur qu'est-ce que l'homme laisse sur son passage et qu'est-ce que la nature nous apporte, et bien savoir décoder, lire ce que la nature nous transmet. Et ça, en tout cas, dans le roman cet été qui chantait, on le voit très bien. Donc, qui parle de Petite-Rivière-Saint-François, justement, je crois. Exactement. Oui. Écoutez, des spécialistes de l'écrivaine vous en diraient des choses tout à fait différentes. Là, disons, c'est la perception que j'en ai à mon petit niveau. D'accord. C'est quoi l'aboutissement de la résidence? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une œuvre ou un produit fini, rendu à la fin, ou ça peut être simplement une résidence d'exploration? Ça peut être
seulement une résidence d'exploration, mais on demande qu'il y ait quand même des retombées dans le milieu. D'accord? Okay. Par exemple? Parce que, bon, on souhaite que ce soit que la population, que ce soit avec des lectures faites aux plus jeunes, ou alors, je vous donne l'exemple de Madame Dussault qui était là l'an dernier. Elle a participé, on a eu des séances de travail pour faire la mise en place du concept muséal. Elle a participé avec nous, avec les gens du musée. C'était une de ses façons parce qu'elle voyait après de participer à ça. Oui. Elle revient cette année, comme je vous mentionnais plus tôt, elle était même subventionnée en partie par la ville de Sherbrooke pour revenir faire des ateliers d'écriture. Donc, il va y avoir des retombées dans le milieu aussi, des gens qui vont venir pour quelques jours. Ça se perpétue dans le temps par la suite, c'est ce qu'on espère. Oui, exactement. Puis, c'est aussi de diffuser disons, la connaissance de ce lieu de recueillement parce que c'est sûr que la municipalité, à terme et peut-être même à très court terme, c'est ce qu'on souhaite, c'est d'en faire un musée, un petit musée. Et c'est dans les cartons et c'est quelque chose qui pourrait se réaliser même prochainement. Donc, si jamais il n'y a pas de résidence l'année prochaine, dites-vous que c'est une très bonne chose parce qu'on va avoir des travaux d'aménagement. Et pour moi, ça serait la meilleure. Ça se peut qu'il y ait des... Ça serait une bonne nouvelle. Oui, en ce qui me concerne, ça serait une très bonne nouvelle. Je le souhaite vraiment. Bien, merci beaucoup, M. Bertrand. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut les actualités TVCO. Au nom de toute l'équipe, merci et à la prochaine.